Alors, vous voyez la fenêtre? Oui, madame. Oui, ok. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté, on avait énoncé toutes les caractéristiques du son, fréquence, période, salinité. On avait parlé des formes d'ondes. Donc, tout ça, on a vu en TP avec un groupe. Avec l'autre groupe, ce sera la prochaine séance. Inch'Allah. C'est arrêté là, la numérisation du son. On va commencer. Donc, pour numériser un son, bah, on a les mêmes étapes que pour la numérisation de n'importe quelle donnée. En fait, il y a l'échantillonnage et la quantification. Donc, pour passer de valeurs continues à des valeurs discrètes qu'on peut stocker sur l'ordinateur, donc on prend des échantillons de telle sorte à pouvoir reproduire le signal d'origine au plus fidèlement possible. Donc, le nombre d'échantillons, bien sûr, ça joue un rôle sur la qualité du signal reconstruit. Regardez ici dans les exemples. Numérisé, c'est les valeurs discrètes. Et en gris, c'est le signal analogique. Donc, si je prends plus d'échantillons, bien sûr, un signal beaucoup plus de meilleure qualité. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire au hasard. On ne va pas prendre au hasard. Il y a plusieurs théorèmes qui nous permettent de limiter, enfin pas limiter, mais mettre un seuil inférieur au nombre d'échantillons. C'est-à-dire le nombre d'échantillons, il ne faut pas qu'il soit en dessous d'une certaine valeur, sinon le signal va être perdu. Mais si je suis le minimum, c'est bon. Si je suis encore plus, je prends plus d'espace, mais c'est encore meilleur. Donc, la fréquence d'échantillonnage. Donc, ici, on parle de fréquence et de période, comme pour le signal. Donc, dans le signal, petit rappel, la fréquence du signal, c'est le nombre, attendez, je vais vous montrer Maragda. Donc, c'est le nombre d'oscillations, le nombre de par seconde, par unité de temps. Donc, si j'ai 3, bon, c'est juste un exemple, ça va faire 3 Hertz. Si j'ai 50, c'est 50 Hertz. Si j'ai 1000 oscillations chaque seconde, ça fait 1000 Hertz. La période du signal, c'est le temps nécessaire à une seule oscillation. Une fraction de seconde. Le temps d'une seule oscillation. Pour ce qui est de l'échantillonnage, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de parler d'oscillation, c'est la même définition, parce qu'on a fréquence d'échantillonnage et période d'échantillonnage. Donc, c'est le même principe que pour la fréquence et la période du signal. Sauf que, au lieu on va remplacer les oscillations par des échantillons. C'est ça. Donc, la fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre d'échantillons par seconde. Et c'est toujours en Hertz. La période d'échantillonnage, c'est la durée nécessaire pour prendre un échantillon. C'est-à-dire combien de temps je vais prendre un échantillon. Si je prends un échantillon chaque 1/10 ou 1/1000 de seconde, c'est ça la période d'échantillonnage. C'est 1/1000 de seconde. Donc, ça se mesure en secondes. Donc, pour la période du signal. Donc, je vous ai dit, je répète, c'est la même définition, fréquence et période, sauf que pour le signal, c'est des oscillations. Pour l'échantillonnage, c'est des échantillons.
Donc, on va les écrire avec le petit E pour dire échantillon, fréquence d'échantillonnage et période d'échantillonnage. Si je ne mets pas le E, c'est fréquence tout court. Par seconde. Alors, la fréquence il y a un lien en fait à respecter entre la fréquence d'échantillonnage et la fréquence du signal. Donc, le théorème de Nyquist-Shannon, il dit que pour reconstruire un signal de manière fidèle, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit minimum 2 fois la fréquence du signal. D'accord? Par exemple, la fréquence du signal, c'est 50 Hz. Ça veut dire que j'ai 50 oscillations chaque seconde. Il me faut minimum 50 fois 2. D'accord? Il me faut minimum 100 échantillons chaque seconde pour représenter le signal. D'accord? Donc, pour chaque oscillation, il faut au moins 2 échantillons. Pour faire au moins ça, de la forme. Sinon, l'oscillation est perdue. D'accord? Vous avez compris, théorème? Donc, c'est une valeur minimale. Hein. C'est-à-dire, minimum, la fréquence d'échantillonnage, elle est supérieure à la fréquence, bien sûr, parce qu'il faut minimum 2 fois la fréquence. Regardez, donc, on prend quelques exemples là, pour voir si vous avez compris. Pour numériser un son à 3000 Hz, donc ça, c'est la fréquence du son. Il faut d'échantillonnage d'au moins, donc d'après le théorème que je viens de vous donner, il faut minimum combien pour la fréquence d'échantillonnage? 6000, voilà, 6000 Hz. N'oubliez pas de mettre les d'accord? Parce que je vois souvent en examen des chiffres sans les unités. D'accord? Il faut toujours écrire seconde, hertz, je ne sais pas, échantillon. Donc à chaque fois que je vous pose une question, vous me donnez la réponse avec l'unité. Il faut toujours mettre l'unité, s'il vous plaît. Si je trouve une réponse, même si elle est juste sans l'unité, je considère que c'est faux. Parce que je vais me dire, celui-là, il ne sait même pas de quoi il s'agit. À la belle louche, il y a quelque chose de, voilà, telle relation, mais à la belle louche, c'est quoi cette valeur? Enfin, je ne parle pas de Hadia, mais de l'exemple exactement, mais je parle de tout donner en examen. D'accord? Il faut toujours mettre l'unité. Ça, c'est entre parenthèses. OK, donc il faut au moins 6000 Hz pour pouvoir numériser un son à 3000 Hz. Donc 6000 Hz de fréquence d'échantillonnage. Voilà. Il faut au moins pour chaque période, pour chaque oscillation, minimum 2 échantillons. Alors, avec une fréquence d'échantillonnage de 7000 Hz, il y aura une perte, donc ça c'est l'échantillonnage, les FE. Il y aura une perte pour les sons de fréquence tchal. Voilà. Si c'est plus que 3500, ça ne suffira pas. Les 7000 Hz ne suffiront pas. D'accord, c'est ça, c'est juste. Si j'ai par exemple fréquence, d'accord, 4 MHz, il lui faut une FE de combien? Deux fois. Voilà, 8 MHz. Voilà. Donc, 7 MHz ne suffit pas. Exactement. Donc, il y aura une perte pour les sons de fréquence supérieure à 3,5 MHz. D'accord? Il faut dire supérieur. Il ne faut pas me dire oui, les sons de fréquence 3000 Hz, 3500 Hz. Ça aussi, c'est une remarque. Parce qu'en examen aussi, les étudiants, au lieu de me dire supérieur à telle fréquence, ou inférieur à, c'est-à-dire au lieu des fois, ils ont besoin de définir une plage. Ils savent que c'est une plage qu'ils doivent définir. Mais attendez, la plage. D'accord? Donc, il faut faire attention à bien écrire vos réponses. Donc, si j'ai des sons de fréquence supérieure à 3500, il y aura de la perte pour les fréquences. Donc, il faut moins que 3500 pour que ça soit correctement numérisé avec cette fréquence d'échantillonnage. OK, ça c'est clair.
l'autre partie de la numérisation, c'est la quantification. Donc, c'est le nombre de bits alloués à chaque échantillon. D'accord? C'est à partir de là qu'on peut calculer le débit, c'est-à-dire combien de bits j'ai par seconde, combien d'octets j'ai par seconde. Et 3000 échantillons par seconde, mais l'échantillon, c'est quoi? Ma mémoire, elle ne se calcule pas en échantillon. Ma bande passante ne se calcule pas en échantillon. Donc, il faut donner une unité de mémoire, de mesure. Octet ou là en bits ou là, par seconde. Donc, ici, par exemple, j'ai 16 valeurs possibles pour chaque échantillon. Donc, j'ai 16 valeurs. Donc, 4 octets, 4 bits, pardon. 4 bits, je crois. 4 bits pour les représenter. D'accord? Donc, ça, c'est la profondeur d'échantillonnage. Et bien sûr, c'est un petit peu, c'est le même principe que pour les images. Hein. Donc, pour les images, plus la profondeur était plus grande, plus on avait plus de bits alloués à chaque pixel. Pour ce qui est de la résolution de la numérisation. Là, on parle de la numérisation. Qu'est-ce que je prends comme échantillon? Chaque échantillon, qu'est-ce que je lui donne comme profondeur? Est-ce que je lui donne beaucoup d'espace ou là moins d'espace? Est-ce que je prends beaucoup d'échantillons ou là pas beaucoup d'échantillons? Parce que si je n'ai pas assez d'espace, je ne peux pas prendre beaucoup de valeurs pour les échantillons. Si j'en ai beaucoup d'échantillons, mais bah, finalement, j'ai que 4 possibilités pour les valeurs. D'accord? 0, 0,5, 0,25, 0,75, 1, d'accord, par exemple. Hein. Donc ça aura, si j'ai par exemple 8 bits ou la 16 bits ou la. C'est différent. Le résultat est différent. D'accord? Donc j'aurai la même chose que pour les images, j'aurai avec l'effet coupure. Donc entre une valeur et une autre, il y aura une coupure. Donc ça donnera avec l'effet escalier. Donc avec 16 bits, bien sûr, l'effet est plus atténué qu'avec 8 bits. Donc je disais que cette quantification, donc la valeur, va nous permettre de calculer le débit. La fréquence d'échantillonnage, elle se mesure par seconde. N, c'est la profondeur de quantification, c'est-à-dire le nombre d'échantillons, le nombre d'octets ou de bits avec un échantillon. Donc, le débit est calculé en nombre d'octets par seconde. FE, échantillon par seconde. Chaque échantillon est sur N bits. Donc, j'aurai FE multiplié par N bits par seconde. Et ça, c'est le bit de mon signal. D'accord? Ça se calcule en nombre de bits d'octets par seconde. Alors, le bit hadaya, le débit dont je viens de parler, qui dépend de la fréquence d'échantillonnage et de la quantification utilisée. Il peut être constant, c'est-à-dire tout le fichier, j'ai le même débit. J'ai, je ne sais pas, 5000 octets par seconde, un exemple. 5000 octets par seconde. D'accord? Il peut être constant. Comme il peut être variable. D'accord? Ça c'est connu avec les termes CBR et VBR. Constant bitrate et variable bitrate. D'accord? Donc, quand c'est constant, c'est constant. J'ai la même valeur. Est-ce qu'un son est constant? Et là, je suis en train de capter un son, je ne sais pas, n'importe où, je sais pas, à l'extérieur, dans une pièce où il y a plusieurs personnes, ou pour un morceau de musique, n'importe quoi. D'accord? Est-ce que le son est constant? Est-ce qu'il est pareil tout le temps, du début à la fin de l'enregistrement? Non, non. Voilà. C'est pas la même chose. Donc, il y a des passages où tout le monde se tait, personne ne parle, par exemple. Il y a des passages où plusieurs personnes parlent. Il y a un passage où c'est plus calme, il n'y a qu'une personne qui parle. D'accord? Donc,
J'utilise le même débit, j'alloue le même espace mémoire pour finalement, des fois, rien utiliser, rien capter, rien enregistrer. C'est plutôt calme. Donc, en fait, c'est pour ça que ça a été fait, le VBR, le Variable Bitrate. D'accord? C'est pour, c'est-à-dire un débit qui est adaptatif. Donc, selon les passages, donc là où c'est calme, je prends plus d'espace. Là où c'est moins calme, je prends plus d'espace. Là où c'est calme, je prends moins. Je ne sais pas ce que c'est ce que j'ai dit. Là où c'est calme, que je n'ai pas besoin de beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de son, je prends moins d'espace. Je réduis le bitrate. Et là où il y a beaucoup de son, et où j'ai, par exemple, je ne sais pas, on a des personnes qui parlent avec instruments de musique à l'arrière-plan, et voilà, j'ai beaucoup de fréquences. C'est-à-dire, voilà, chaque son a les fréquences. La voix humaine a les fréquences. La voix féminine, c'est pas les mêmes. Mais encore, avec les instruments de musique, par exemple, c'est d'autres fréquences. Avec des machines ou là, je sais pas quoi, d'autres fréquences, d'accord? Les bruits de fond, si je suis à l'extérieur, c'est d'autres fréquences. Voilà. Et du coup, j'adapte mon bitrate. Je ne le garde pas constant, alors qu'à chaque fois, j'ai vraiment des sons différents. Calme et non calme. C'est-à-dire, il y a du son, il y a moins de son, ou il n'y a pas du tout de son. Et je peux parler même quand il y a du son, quel type de son? Parce que des fois, il y a du son de certaines fréquences, ou des fois, il y a du son de certaines fréquences. Des fois, il y a plusieurs sons, par exemple, voix humaine et instruments de musique. Mais moi, je veux plus les fréquences à la voix humaine. Bon, de la compression. Plus en profondeur, fait le truc. Mais le principe, déjà, le bitrate variable, c'est qu'il soit adapté selon les contraintes, selon la nécessité qu'il y a avec le son lui-même. C'est qu'il ne soit pas constant. VBR et le CBR, c'est le même bitrate. Du début, j'en parle ou là, il ne parle pas, j'enregistre avec le même CBR. Avec le VBR, je peux garder la même taille, mais de meilleure qualité, parce que donner pour là où j'ai plus de son. Donc, j'aurai une meilleure qualité. Je récupère là où c'est calme, je récupère les données où je les utilise plus là où c'est pas calme. Déjà sans parler de gagner de l'espace, je gagne en qualité. Mais on peut aussi gagner de l'espace, hein, on va voir. OK. Donc, avant de faire, déjà le fichier. Ça, c'est un exemple hein, d'un CD audio. Donc, les CD audio, j'allais vous dire tabacalé, mais je crois que même maintenant, ce qu'on trouve dans les commerces, c'est ça, hein, c'est un format non compressé. Regardez, bon, on prend un CD audio. Avant le MP3. Donc, il y avait pas 5-6 chansons par CD. J'ai une fréquence d'échantillonnage, en général, par défaut, c'est celle-là. Donc, c'est 44 100 Hz. Ça, c'est la fréquence d'échantillonnage. 44 100 échantillons par seconde. D'accord? Quantifié avec 2 octets. Donc, chaque échantillon représente 2 octets. Donc, c'est 44,1 kg multiplié par 2 octets par seconde. En stéréo. Donc, en stéréo, ça veut dire que j'ai le double. J'ai 2 pistes. On l'a vu en TP avec le groupe de ce dimanche, on le verra la prochaine fois. On ouvrira un fichier, je vous montre c'est quoi un fichier stéréo et un fichier mono. Stéréo, il a 2 bandes en fait, c'est 2 sons qui sont combinés bien pour faire avec le son. C'est 44,1 kg multiplié par 2 octets, donc j'aurai le nombre d'octets par seconde, multiplié par 2, parce que j'ai 2 pistes,
Donc voilà, pour 1 minute, ça donne environ 10 mégas. Donc ça, c'est numérisé de la manière. Donc, fréquence, échantillonnage, quantification, il n'y a pas de compression. OK? Ça, on appelle PCM, Pulse Code Modulation. D'accord? Le système de numérisation audio, ça s'appelle le PCM. Mais fiche encore, il n'y a pas encore de compression. C'est la première phase. De toute façon, même si on fait la compression, il faut passer par cette phase-là. C'est la phase de numérisation du son. Donc, c'est la partie qui se faisait avant. C'est-à-dire avant la compression MP3, il n'y avait que la phase qui se faisait. Donc, il y a la compression audio, donc c'est possible. Bon, d'un côté, on peut faire de la compression sans perte, comme pour toutes les données. D'accord? On peut faire de la compression sans perte. Quand on a fait la compression sans perte, j'ai précisé à chaque fois que c'était pour n'importe quel type de données. On le fait pour les images, on le fait pour l'audio aussi. Compression sans perte. Maintenant, il y a la compression spécifique pour le son. D'accord? Donc, vous vous rappelez que tu en as fait la compression spécifique pour les images. C'était laquelle? Quand c'était spécifiquement image, c'est-à-dire dédié aux images. C'était une compression sans perte ou là avec perte? Oui, oui, voilà, c'est ça. Avec perte, voilà. Il y avait de la perte parce que je ne perdais pas n'importe quoi. Je perdais, par rapport aux images, j'avais la perte dans la partie que l'œil ne voit pas. Donc, avec des expériences psychovisuelles, à la base, que l'œil humain arrive à distinguer plus facilement que d'autres choses, enfin, arrive à distinguer plus facilement. Et c'est là, cette partie qu'on a sacrifiée, qu'on a supprimée. Voilà. Il y a vraiment des parties qu'on n'entend pas du tout. Je ne sais même pas, on entend le moins. D'accord? Il y a vraiment des parties dans le son qu'on n'entend pas. Déjà, on a parlé de quelque chose, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on n'entend pas? On a parlé de ça au début du... Les infrasons et ultrasons. Voilà, déjà, Hadi Bayna. OK. Donc, en dessous de 20 Hz, au-dessus de 20 kHz, on n'entend pas. Ultrasons, mais en fait, il n'y a pas que ça. On va donner plusieurs types de masquage. On va appeler ça le masquage. C'est la même chose que pour les images. Les images, c'était des expériences psychovisuelles, c'est-à-dire liées au comportement humain. Voilà, l'œil voit cette fréquence, il ne voit moins cette fréquence, donc c'est ça qu'on va supprimer. Pour l'audio, c'est la même chose. Donc, c'est des modèles psychoacoustiques, parce que l'acoustique, c'est la science du son, c'est pas le visuel, bien sûr, c'est psychoacoustique. Ils me disent qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'enlève et qu'est-ce que je supprime. Du coup, ça va être de la compression avec perte. Mais bien sûr, ce que je supprime, c'est ce que je n'entends pas. Et vraiment, ça va faire une révolution, les modèles psychoacoustiques, une révolution de la compression du son, la numérisation du son. Avant ça, il n'y avait pas vraiment de la compression du son. Donc, c'était d'un coup, on est passé des CD à de Clefairum, 6 chansons, 7 chansons maximum, à 300, je ne sais pas, 300 chansons par CD. Pour la même taille. OK. Donc, un encodeur va jeter l'information pour réduire la taille, va supprimer. Et c'est un modèle qu'on va définir. Il va décrire ce qu'on entend réellement. D'accord? Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, il y a les sons, enfin les voix humaines, il y a les bruits, par exemple, des instruments de musique, même pour les instruments. Il y a tel instrument, telle tranche d'instrument et telle tranche d'instrument, maintenant les mêmes fréquences. Donc, il y a plusieurs modèles, en fait, psychoacoustiques. Plusieurs modèles ont été créés au fur et à mesure. Donc, il y a des modèles qui laissent la voix et suppriment le reste. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être trouver ça dans les appareils auditifs. Hein. Donc, je pense qu'on peut régler de sorte que
On n'entend que le son de la télé. Donc ça, c'est des fréquences bien précises. Il supprime tout le reste. Où là, on entend juste la personne avec qui on parle. On n'entend pas les bruits de son, les bruits de fond. Il y a des écouteurs qui font ça, qui cachent les bruits de fond. C'est la personne avec qui tu es en train de parler. Donc ça, c'est des modèles de masquage qui suppriment une partie que je veux supprimer. D'accord? Donc en général, c'est ça le principe. Mais bon, pour la compression du son, on ne va pas se mettre à supprimer d'ailleurs. Je ne vais pas supprimer tel ou tel bruit. Je vais juste supprimer des bruits que je n'entends pas. D'accord? Donc ça a été fait dans la MP3. Donc c'est le MPEG 1 Layer 3. C'est la couche 3 de la version audio de MPEG 1. D'accord? Donc, c'est la version. Je vais vous donner toutes les versions. C'est-à-dire, à chaque fois, il rajoutait encore une étape. Encore une étape. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais vous donner toutes les versions Badata, le MP3. À chaque fois, il rajoutait une étape supplémentaire dans la compression. C'est-à-dire, le modèle psychoacoustique, il y avait un modèle, mais à chaque fois, on lui rajoutait quelque chose, Hatawin, ou là, vraiment aussi performant qu'il est maintenant. Voilà. Donc, il va déterminer ce qui est audible de ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas audible. Donc, on va voir, ce n'est pas juste indique inférieur à 20 Hz et supérieur à 20 kW. Ce n'est pas juste ça. Il y a encore plus de données qui ne sont pas audibles. Alors, voilà, donc c'est ce que je disais. Donc, le signal est divisé en bandes. Et en fait, c'est comparé avec le modèle qu'on a créé. Le modèle HADA, il est basé sur un concept de masquage. Donc, il va masquer ce que je ne veux pas entendre. D'accord? Et ce qui ne correspond pas au modèle, il va être supprimé. Il va garder le reste. Donc, c'est le principe, il va masquer. C'est-à-dire, c'est le principe de masquage. Ensuite, avec le résultat du masquage, il y a aussi un bitrate variable. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de masquage, je vais adapter le nombre de bits pour numériser le son qui reste. Donc, selon le résultat du masquage. Si j'ai pas, c'est-à-dire, je masque pas beaucoup de choses, je prends beaucoup de bits. Si j'ai masqué, le masquage, il me donne une grande partie qui est masquée, je prends moins de bits. C'est-à-dire, je peux adapter. Donc, je fais premièrement le masquage. Je vais vous détailler c'est quoi le masquage. Ensuite, ce qui n'est pas masqué. Enfin, selon le résultat du masquage, j'adapte mon bitrate. Donc, j'ai un VBR. J'ai un variable bitrate. Ensuite, donc avec la version 3 HADIC, ils ont rajouté encore la compression de Huffman après avoir supprimé les données. Hein. D'accord? Donc, si vous voyez, c'est le même principe que pour le JPEG. Hein. On a d'abord supprimé ce qui n'était pas bien visible. En bas, on a fait une compression sans perte. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, on a notre modèle qui est bien défini. On applique le masquage. On supprime toute la partie, on jette toute la partie qui ne correspond pas au modèle. Et selon le résultat du masquage, on adapte le débit. Donc, j'aurai un bitrate variable. Et à la fin, on applique une compression sans perte. La partie plus importante, le masquage. Qu'est-ce que je masque? Bon, avant le masquage, il y a déjà le seuillage. Donc, vous venez de me répondre, je vous ai posé la question, contrôler les infrasons, les ultrasons. Donc, il y a déjà cet intervalle que je n'entends pas. Pas tout le contenu de cet intervalle que j'entends, même la zone d'audition. La zone d'audition, c'est pas que dès que je rentre dans le 20 ou la même 20 et quelques, ou la 50 par exemple, je peux entendre n'importe quelle amplitude. D'accord? Donc, par exemple, ici, regardez, 50, il faut que je monte vraiment avec, je monte à peu près 60 décibels pour que je puisse entendre. Ok? C'est-à-dire, là, ce n'est pas tout ce rectangle qui est la zone d'audition. Je reviens juste au début.
Moi, je vous ai fait le premier. Voilà, voilà. C'est-à-dire, c'est pas tout ça. Regardez, même Hnaya, regardez les fréquences D'accord? J'ai pas mis de décibels ici. Donc, cette courbe, elle est plus précise. Voilà. Donc, même quand je suis à l'intérieur des fréquences audibles, ok, ça c'est audible, mais c'est pas pour n'importe quel décibel que c'est audible. Il faut vraiment monter très fort pour entendre. Donc la zone d'audition, elle ressemble à ça. Quand je vous demanderai de dessiner la zone d'audition, toujours vous n'êtes pas obligé de mettre les chiffres hein, parce que c'est pas précis, mais voilà, c'est quelque chose, une courbe qui vient comme ça, qui descend. D'accord? Plus je monte dans les fréquences, dans le milieu, entre 1000, 2000, jusqu'à 10 000, je suis avec les amplitudes les plus basses. Donc là, je peux entendre même un son qui est faible, qui n'est pas très fort. Mais à ce genre de fréquences, je peux les entendre. Mais et ça remonte aussi quand j'augmente. C'est-à-dire, c'est très grave, ou là, c'est très aigu. Aigu, si je pousse vraiment, bon, si je dépasse les 1000, j'entends pas du tout, même si j'augmente le décibel. Hein. Mais en dessous de 20 000, je suis censée entendre, mais il faut augmenter le son pour que j'entende. C'est ça. Ounaya, c'est très grave, hein, c'est grave, c'est le son grave. Donc, on va le voir en TP pour le groupe qu'on n'a pas vu. On va faire les tests. On change la fréquence et on voit le changement dans le son. Donc, là, c'est le son grave. Mais il faut que j'augmente le décibel pour que je puisse l'entendre. Ou bien, j'augmente la fréquence. J'augmente la fréquence, c'est-à-dire il n'est plus aussi grave, donc do moyen, pour que je puisse entendre. Donc, finalement, le seuillage, il m'enlève encore une partie de données. Tout ça, je peux supprimer. D'accord? Donc, je ne vais pas juste faire if inférieur à 20 et supérieur à 20 000. Donc, if inférieur à 20 et ici supérieur à 120, d'accord, pour que je puisse l'entendre. Donc, on a la même chose, d'accord? Donc, on a aussi la partie maintenant en blanc qui n'est pas dans la zone d'audition. Tout ça, ça peut sortir. Ça peut être supprimé parce que je ne l'entends pas en fait. Donc, ça, c'est le seuillage. Maintenant, le masquage. Donc, le MP3, ce qui a été défini avec le MPEG 1. Donc, ça, c'est ça les phénomènes psychoacoustiques. Donc, on a deux types de masquage. Le masquage fréquentiel, le masquage temporel. Le masquage fréquentiel. Alors, je vous montre exactement sur la courbe. Regardez. Là, j'ai les fréquences. Là, j'ai les décibels. Normalement, la courbe, elle est comme ça. C'est ça. Elle descend et elle remonte. Regarde. C'est ça. C'est comme ça qu'on l'a défini tout à l'heure. Elle descend et elle remonte toujours dans l'intervalle 20 à 20 000. Donc, toujours dans l'intervalle 20 à 20 000 parce qu'au-delà, ça ne sert à rien. Ça descend et ça remonte. Sauf que là, regardez, elle descend. Elle remonte, elle redescend. Elle remonte, elle descend, elle remonte. D'accord? J'ai encore supprimé. Attendez, je vais prendre AD. J'ai encore supprimé des parties de cette zone d'audition. D'accord? Donc, la zone d'audition, c'est tout ce qui est gris. C'est tout ce qui est gris, c'est la zone d'audition. Tout ce qui est blanc, je peux le supprimer. D'accord. Maintenant, avec le seuillage fréquentiel, même dans la partie grise, j'ai supprimé d'autres parties. Alors, je ne sais pas si je peux... Bon, il faut prendre l'exemple. Mais j'ai déjà supprimé d'accord là. Ça. Regardez, là, j'ai S1, S2, S3, S4. J'ai 400. Donc, S1 et S2. Je vais essayer de représenter ici S1 et S2. Donc, S1, il a une fréquence... S1 et S2, ils ont des fréquences proches. D'accord? C'est important. Hein?
S1 et S2, ils ont des fréquences proches. Bon, je vais le dessiner comme ça. Allez, S1 et S2. S2 juste à côté. Elles ont des fréquences proches. Mais elles ont des décibels différents. Hein. S1 est plus forte. Bon, normalement, elle sera beaucoup plus forte. D'accord? Par exemple, la moitié. S1 est plus forte que S2. Lorsque j'ai un son hegda S1, en fait, la courbe de la zone d'audition va remonter avec le son. Elle ne va pas rester en dessous. C'est-à-dire que S2 va sortir de cette courbe d'audition, de cette zone d'audition. Donc, j'essaie de tracer la nouvelle zone d'audition. Donc, je commence comme ça. Tac, 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 bien sûr. Je vais suivre. Je vais essayer de suivre. OK, d'accord. Ensuite, j'ai S1. S1, il me fait remonter la zone d'audition. Et je reviens. Je reviens vers l'emplacement d'origine. Là, on fait mal jusqu'à la fin. D'accord? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je termine. Je termine sur ce moment. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, ce que j'ai mis en rouge, bon, je pense que je ne pourrais pas, le colorier. Là, la frontière, ce qui est en rouge, c'est la nouvelle frontière de la zone d'audition. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé les frontières de la zone d'audition. Donc la zone d'audition, c'était d'abord, au début, c'était les frontières à Douma, en gris. Maintenant, c'est celle-là, en rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour S2? C'est ça. S2, il n'est plus dans la zone d'audition. Je vois à l'extérieur. Donc, Hadi, la partie, tout ça, c'est à l'extérieur. C'est devenu à l'extérieur. Avant, c'était à l'intérieur. Maintenant, c'est à l'extérieur. Parce que là, les nouvelles frontières. Le seuil de perception. Voilà le nouveau seuil de perception. C'est-à-dire, là, quand j'ai 200 Hertz et ici, par exemple, 40 décibels, je n'entends plus. D'accord? Si je suis là, je n'entends pas. Avant, j'entendais le son qui fait 200 Hertz et 40 décibels. Avant, je l'entendais. J'étais dans la zone d'audition. J'étais au-dessus du seuil de perception. Maintenant, je suis en dessous parce que le seuil de perception est remonté. C'est S1, le son, qui a cette fréquence et qui a cette amplitude, l'a fait remonter. Donc, les sons qui se trouvent ici, donc dans S2, ont été exclus. Ils ne sont plus dans la zone d'audition. Ils sont devenus inférieurs au seuil de perception. Ils ne sont plus audibles. Ils sont masqués. C'est ce qu'on appelle le masquage fréquentiel. Par contre, si j'ai un autre son S2, S3 par exemple, S3 qui est là. Alors, S3. Ça a la même taille que S2, ok, même amplitude que S2, mais je le déplace, donc c'est le même, s'il est là, le S3, s'il a la même s'il est proche de la fréquence de S1, il est en dehors de la zone d'audition, d'accord? Mais si la fréquence est plus éloignée, d'accord, différente, où c'est ça là? Ici, qu'est-ce qui se passe pour S3? Audible, oui. Quand il est là, est-ce que je peux l'entendre? Ici, est-ce que je peux entendre S3? Non.
Donc ici, je ne l'entends pas. Ici, je ne l'entends pas. Déjà parce que j'étais par défaut. Là, ce n'est pas problème de masquage, c'est problème de seuil. Je suis en dehors du seuil initial. Donc il n'y a rien qui me masque S3. Il n'y a pas de son qui va masquer S3. C'est juste qu'il est en dehors de la zone d'audition initiale. C'est-à-dire le seuillage, il fait qu'il n'est pas audible. Donc là, il n'est pas audible. Là, il n'est pas audible. Là, il est masqué. Donc là, il est masqué par quel son? S1. Voilà. Donc là, il est masqué. Donc, c'est pour ça qu'on appelle masquage fréquentiel. Parce que avec les sons qui ont à peu près des fréquences proches, qui a une plus grande amplitude que les autres, eh ben, il va masquer les autres. D'accord? On peut faire ça, l'expérience, vous la faites tout le temps avec quand vous parlez. Si deux personnes parlent, واحد عنده la voix très aiguë, واحد عنده, enfin, très aiguë, c'est pas forcément très aiguë, mais واحد عنده la voix aiguë, واحد عنده la voix grave. Même s'ils parlent tous les deux avec la même volume, hein, c'est-à-dire حتى فيهم يعيط, ils parlent tous les deux en même temps, on peut distinguer les deux voix. La voix qui est grave, on la distingue, et la voix qui est audible, on la distingue. Mais si deux personnes ont des voix graves, les autres ont le même timbre de voix, mais les mêmes fréquences à peu près. Proches, mais c'est exact la même fréquence. واحد يعيط plus que l'autre. Eh bien, ما نسمعوش le deuxième اللي ما يعيطش, ما نسمعوش. D'accord? Mais quand j'ai des fréquences différentes, واحد عنده une voix aiguë, واحد عنده une voix grave, واحد فيهم يعيط. Celui qui a une voix grave, il parle très fort. Celui qui a une voix aiguë, même s'il parle doucement, on l'entend. On arrive à distinguer la voix tao aiguë. La voix grave ne la masque pas, même si elle est plus forte d'amplitude. D'accord? Donc c'est ça. C'est logique. Quand c'est des fréquences sont proches et quelqu'un qui a un volume plus grand que l'autre, il va masquer l'autre voix. Ok? Donc là, c'est masqué. Je suis toujours masqué par S1, ici masqué par S1. Faites la zone, faites les fréquences. Masqué. Là, normalement, je ne suis plus masqué. Ici, je peux entendre S3. D'accord? Je peux entendre S3. Attendez, je vais le mettre en vert. Pourquoi je vais le mettre en vert? Parce qu'en fait, S3 aussi, il va changer le seuil de perception. Head la zone, c'est-à-dire le seuil, au lieu de descendre comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Je fais la chose que je fais ici. Hein. Si j'applique la même chose, il va remonter. Voilà. Donc, هنا يجي هكذا تبع يهبط معاه ويعاود يطلع ويعاود يهبط. D'accord? Jusqu'à là. Donc, هنا aussi, head le son S3. Il est loin de S1 en termes de fréquence. Donc, il n'est pas masqué par S1, d'accord? Mais lui aussi, il peut masquer d'autres sons qui ont un décibel plus petit et qui sont dans la même, qui ont une fréquence plus proche que S3. D'accord? Donc, si je mets un autre son qui a un décibel plus petit que S3, si je le mets, attendez, c'est-à-dire il est censé être audible. Parce que si je le mets ici, déjà, le seuillage va le supprimer. Le massage. Et si je le mets comme ça veut dire qu'il était censé être audible. Le donc, le masquage fréquentiel, il dit un son, s'il était seul, il serait audible. Qui maintenant, j'ai bien mis qu'il était à l'intérieur de la zone avant, mais après, il est devenu à l'extérieur. Il est passé à l'extérieur. Audible. Quand je le mets avec un autre son dans le même plage de fréquence et qui a une amplitude plus grande, il est masqué par ce son. Donc là, il est masqué. S4, là, il est masqué par S3. D'accord? Il est masqué par S3. Parce qu'il était censé être audible. Là, par exemple, ici,
il est masqué toujours par S3. Il est proche de S3. Donc, si je le ramène ici, donc ça dépend. Il a je suis avec la zone. Je peux dire, là, qu'est-ce que je peux dire? De S4, il est S4 masqué ou pas masqué, audible ou pas audible? Masqué par S1, voilà. Donc là, il n'est pas audible. Parce que même s'il était seul, il ne serait pas audible. Là, il n'est pas masqué, il n'est juste pas audible. C'est-à-dire le feuillage va dire que va nous donner l'information qu'il n'est pas audible. Qui nous trouve la courbe d'origine, mais que S1 fait en sorte que ça remonte, donc il est masqué par S1. Parce qu'on a de la fréquence proche de S1. Donc c'est S1 qui fait la partie, le creux. C'est S1. Le creux, c'est S3 qui est responsable. Donc quand je suis là, dans une fréquence proche de S3, il est masqué par S3. Si je suis dans une fréquence éloignée de S1 et de S3, ben, il est audible. D'accord? Quand il est seul, regardez, dans la fréquence, il est seul, il est tout à fait audible. D'accord? Là, il est audible. Là, il est masqué par S3. Là, il est masqué par S1. Et en dehors, bien sûr, il n'était pas audible. Mais ce n'est pas un masquage. Là, il est audible. Là, c'est un masquage. OK? Donc, quand je vous donne comme ça des sons que je vous demande de tracer la courbe de masquage, bah, il faut juste, bon, à la base, au crayon à peu près, après, c'est-à-dire, il faut remonter avec chaque son. Donc, de sorte à avoir des creux dans la zone initiale. Si j'ai un autre centenier, ça va remonter et ça va revenir. Donc, ça remonte et ça revient. Dans les sons qui sont intervalles, qui ont des fréquences proches, vont être masqués. Donc ça, c'est le masquage fréquentiel. D'accord? Donc ça concerne des fréquences proches. Le masquage temporel, donc c'est par rapport au temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Un son qui suit immédiatement un son de plus forte intensité n'est pas perçu par l'oreille. Quand quelqu'un crie, il y a un son qui est émis, qui est de forte intensité. Juste à l'arrêt du son, juste qu'il y a avec le moment où le son s'arrête. D'accord? Donc ça c'est le temps et ça c'est l'amplitude. Donc je parle de volume. Hein. Dès que le son s'arrête, c'est-à-dire en quelques millisecondes avant d'arrêter de crier, par exemple, je crie, mais quelques millisecondes avant d'arrêter, mazal avec le son en fait, mazal il dans le temps en fait. Si je parle juste, c'est des questions de millisecondes, hein, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire si quelqu'un crie et j'attends 2 secondes après pour parler, il n'y a pas de problème, on va m'entendre. Mais si quelqu'un crie et s'arrête, fait que la milliseconde qui suit, je parle avec une amplitude plus petite que le cri. Je parle doucement. Il ne crie plus. Hein. Mais juste au moment où il s'arrête, moi, j'ai mis un son qui est de plus faible amplitude, plus faible décibel. Là, je suis masquée avec le cri. D'accord? Donc, après le son, c'est-à-dire dans le temps, après le son de forte intensité, de grands décibels, après son arrêt, j'ai quelques millisecondes où j'ai un masquage. Donc, c'est une question de temps. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le masquage temporel. Donc, si c'est juste après, donc il faut vraiment crier plus fort. Sinon, si c'est un peu plus moins fort, on n'entend pas. Ça commence à diminuer. Le masquage. Bien sûr, le masquage, je peux parler même faiblement. Si je
et je suis pas, et on peut m'entendre. Donc, oui, c'est quelques millisecondes, ça c'est un croix. Oui, mais c'est des données. D'accord? Le masquage, si je l'applique sur un signal, je vais me retrouver avec plusieurs parties, des millisecondes maintenant, millisecondes maintenant, millisecondes maintenant, et où j'ai beaucoup de débit, j'ai beaucoup d'octets. Donc, des octets maintenant, maintenant 100, maintenant 100, maintenant 100, maintenant 100. Et en fin de compte, je me retrouve à gagner beaucoup d'octets, que je vais supprimer, bien sûr. Donc, quelques millisecondes après et quelques millièmes, non, pardon, après quelques centaines de millisecondes et avant quelques millisecondes. Donc, avant le son, qui est de forte intensité. Là, c'est vraiment quelques millisecondes, c'est-à-dire qu'on compte sur le doigt de la main. Mais après l'arrêt du son masquant, c'est quelques centaines de millisecondes. Donc, ça n'atteint même pas une seconde. C'est moins d'une seconde. D'accord? Bien sûr, je ne sais pas, vous pouvez faire l'expérience. Il faut vous pousser un cri, vous arrêtez, le sang, il ne va pas stopper net. Le sang, il passe chouïa. D'accord? Mais c'est vraiment quelques centaines de millisecondes. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, beaucoup. Mais معليش حنايا في هذوك les centaines de millisecondes, on gagne l'espace de quelques octets. Par-ci, par-là, et on arrive à faire de la compression. Est-ce que vous arrivez à... Bon, pour celui-là, normalement, vous arrivez à l'imaginer. Et pour celui-là? Oui, voilà. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle temporel. C'est parce que quelques centaines de millisecondes après un son de forte intensité, c'est-à-dire quand je parle plus doucement, ça sera masqué. نقعد نسمع في هذا le son parce que مازال يبدا ينقص بشويه. Mais c'est très subtil, hein, c'est quelques centaines de millisecondes. Mais pour moi, c'est vraiment de l'espace gagné. Voilà, c'est tout pour la compression. Les masquages, donc c'est ça. Donc il y a le seuillage, le masquage fréquentiel et le masquage temporel. Donc c'est ça le modèle psychoacoustique qui comporte les types de masquage. Et c'est ça qui fait qu'il rejette une partie, il garde une partie. C'est-à-dire sans dégrader le son, on supprime des choses vraiment qui sont masquées, des sons qui sont masqués. Ça veut dire que même si je les laisse, je ne vais pas les entendre. Alors, ça, c'est des formats audio. C'est des formats audio sans compression. D'accord? Donc, c'était pour Apple, pour Windows. Le MPEG 1 audio, donc c'est là où il y la compression. Donc, il est basé sur le seuillage et le masquage. Donc, les deux notions qu'on a vues. Donc, le seuillage et le masquage. Mais, chacun, petit à petit. Hein. Le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. C'est le MP3, le dernier. Donc, dans le niveau 1, quantification uniforme, c'est-à-dire constant bitrate. Et masquage fréquentiel. Donc là, déjà le masquage fréquentiel. D'accord? Avec constant bitrate. Tu as MPEG 1 audio, donc la variante audio de MPEG 1. Quantification uniforme, donc toujours constant bitrate, masquage fréquentiel et temporel. Dans le niveau 3, donc il y a eu la quantification adaptative, la variable bitrate. Donc, selon le résultat du masquage, on adapte le nombre d'octets alloués pour chaque partie. Quand il y a beaucoup qui est masqué, on garde on diminue le bitrate. Quand il n'y a pas beaucoup de masquage, on augmente le bitrate. Donc, on adapte. Donc, le variable bitrate, c'est un débit adaptatif, une quantification adaptative par rapport au masquage. Et qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, déjà, avant, il y avait le masquage fréquentiel temporel, bien sûr. Et il y a eu l'ajout du codage de Huffman à la fin. Donc, au final, c'est ça
ce qui est fait. Donc, les notions qu'on a vues. Le VBR, seuillage, masquage, les deux types de masquage. Après avoir tout supprimé, compression sans perte. Codage de Hoffman. C'est ça, c'est tout pour la compression du son. Donc, on peut dire qu'on a terminé le programme. Ça, c'était le dernier chapitre. La compression sans perte, c'est le zip, ZW, c'est ça. Mais tout ce qui est avec perte, basé sur des modèles psychoacoustiques, il n'y a pas une autre compression sans perte faite spécialement pour l'audio. D'accord? Donc, quand ils ont pensé à faire... Oui, mais oui, des formats. Mais c'est ou bien, les formats qu'il y a pour ce qui est de l'audio, c'est ou bien des formats sans compression, mais ferme compression, donc tu prends un fichier audio, ou bien les formats basés sur des modèles psychoacoustiques. Donc, ce qui est utilisé, bon, il y a plusieurs modèles pour des constructeurs d'appareillage ou là, qui ont des modèles psychoacoustiques pour supprimer, pour changer quelques sons là, mais pour ce qui est, par exemple, de la compression de fichiers audio, genre musique, etc., c'est le modèle qui est appliqué. D'accord? Donc, les formats audio, c'est ou bien sans compression ou bien avec compression. Parce que moi, quand je dis oui, j'ai un fichier audio, mais j'ai un fichier vidéo. Hein. D'accord? Donc, il y a toujours des formats sans compression qui existent. Parce qu'à la base, déjà, c'est plus léger. Contrairement à la vidéo, par exemple, on ne trouve pas des formats sans compression. Même pour les images. Même pour les images. Je connais qui battent des images au format RAW. Là. Non, personne. Par contre, pour l'audio aussi, il y a encore des formats sans compression. Mais tout ce qui est compression, c'est basé sur ce type de modèle psychoacoustique, les bases seuillage, masquage, puis compression sans perte. Et bien sûr le CBR, le VBR, le bitrate adaptatif. Ben oui, tu nous diras c'est quoi le format. Ah ben, c'est la documentation, ce que tu as trouvé. Oui, oui, il y a le SW, je vous l'ai dit au départ. Au départ, je vous ai dit qu'il y a le SW et il y a les modèles psychoacoustiques. OK? D'accord. Mais après, oui, bien sûr, tu peux m'envoyer ce que tu veux. Envoie-moi et je te répondrai. Et quand tu dis sans perte, il ne sera pas plus efficace que le modèle psychoacoustique. Hein. Impossible. Parce que même dans les modèles psychoacoustiques, il aurait fallu pour arriver à une bonne compression. Avec une bonne qualité. Donc, c'est le VBR, il assure la bonne qualité. Donc, l'audio, c'est le dernier cours. La prochaine séance, Inch'Allah, on a comme un exercice. Un exercice sur la compression vidéo, je pense.
Voilà, parce qu'on n'a pas... On verra, je vous ferai un exercice. Et la dernière séance, donc il nous reste 2 semaines. Donc la première semaine, voilà un exercice. La deuxième semaine, ça sera en ligne. Pardon, ça sera en présentiel en principe. C'est votre vague, ça sera votre vague. On fera une petite interro, genre un petit QCM. Hein. Ça va durer genre 20 minutes. Hein. D'accord? On va organiser ça. Je vous dirai à temps. Comme ça vous aidera pour la notation finale. D'accord? Ça sera un plus pour vous. OK? D'accord. Et je disais hier au CP, aux délégués, pour rendre le mini-projet aux alentours du 10 janvier. D'accord? Donc, notez comme un intervalle, là, c'est mieux. Donc, batolé entre le 5 et le 10. Entre le 5 et le 10 janvier. Maximum le 10 janvier. Hein, je n'accepterai pas après, au-delà. Parce que là, déjà, j'estime que je vous ai... Oui, c'est la vidéo. L'animation, surtout. Parce que la vidéo elle-même, c'est juste pour créer la vidéo, de bâtoler la vidéo. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'animation que vous allez créer derrière. Hein. Et voilà, je vous demande de vous lâcher. Vous lâchez, vous faites quelque chose... essayez de faire du graphic art. C'est-à-dire, si vous faites un truc artistique... ça sera que encore meilleur pour la note. D'accord? Et vous avez largement le temps. D'accord? Donc, vous pouvez commencer à m'envoyer entre le 5 et au maximum le 10 janvier. L'animation avec processing. Hein. Ne prenez pas des images d'une animation ou vous créez la vidéo avec processing. Vous pouvez utiliser des images en plus dans votre vidéo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser toutes les ressources que vous voulez. Mais il faut créer quelque chose avec le processing. Je vais juste copier les images, créer la vidéo. D'accord? Ok. Donc, je vous dis bonnes vacances. Mais minimum, maximum. Maximum, je vous ai dit 2 minutes. Voilà. Merci. Bonnes vacances. À bientôt. Inch'Allah. Merci.